on a vraiment cette conviction que la location entre particuliers dans la mode, c'est la prochaine façon de consommer la mode, pour plusieurs raisons. Donc il y a d'abord une des prochaines, parce que ça va pas être unique, on va tous avoir des fringues dans ces placards. Sinon, il y a plus de business de la location. En tout cas, c'est une solution qui répond à beaucoup de mots aujourd'hui du secteur, de la consommation en général, mais du secteur de la mode. Donc d'abord celui de la crise de ce secteur de la mode qui est juste en train de s'essouffler sur des modèles historiques d'achat classiques, avec la fast fashion et l'ultra fast fashion qui fatigue quand même un peu. Mais c'est là où on voit l'avenir, non ? Dans l'ultra fast fashion ? Non. Écoute, Mais les justement, volumes, je fais de la provoque, bien sûr. Mais finalement, les volumes, ils se trouvent là, aujourd'hui, dans l'ultra fast fashion. Et la fast fashion, elle marche très bien. Zara, ils n'ont jamais fait autant de bénéfices. Mais je pense qu'il y a un cadre réglementaire quand même qui est en train de se mettre en place et qui nous favorise aussi notre forcément visibilité. On est membre des fédérations de la mode circulaire et de différentes fédérations qui se battent et qui avancent quand même hyper vite au niveau français et au niveau européen. Et donc, pareil, après, quand on monte au-dessus de la fast fashion, il y a tous ces modèles de marques historiques qu'on a toujours connus et qui ferment les unes après les autres. Il y a eu encore M-Stone cette semaine, après 19 ans d'activité. Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Depuis 2019, je prends le temps de rencontrer celles et ceux qui façonnent le retail et le e-commerce en France, des dirigeants de marques, d'enseignes, de plateformes, de DNVB ou de solutions qui vivent de l'intérieur les grandes mutations du commerce. Ici, pas d'interview formatée, j'aime les conversations longues, franches et analytiques, celles qui permettent de prendre de la hauteur, de comprendre les choix stratégiques, les contraintes, les arbitrages et les convictions. En one-to-one ou dans des formats thématiques, nous parlons de distribution, de marché, de proposition de valeur, d'évolution des comportements d'achat, mais aussi de technologie et de solutions. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode et pour en être notifié, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast et de notre écosystème, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook ainsi que sur mon groupe WhatsApp et bien évidemment sur lesdigitaldoers.com. Tous les liens sont en description de cet épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Pendant des années, la mode a fonctionné sur un modèle simple, produire toujours plus, vendre toujours plus et inciter les consommateurs à renouveler sans cesse leur garde-robe. Aujourd'hui, ce modèle montre clairement ses limites, les placards sont pleins, les arbitrages budgétaires sont plus serrés et les consommateurs, en particulier les plus jeunes, cherchent désormais à consommer autrement sans pour autant renoncer au plaisir de s'habiller. Dans ce contexte, la question n'est plus seulement celle de la seconde main, mais plus largement celle de l'usage. Faut-il vraiment posséder un vêtement pour en profiter ? Peut-on accéder à des pièces de qualité, se faire plaisir, varier les looks tout en maîtrisant son budget ? C'est précisément à ces questions que répond Wearwear, une plateforme française de location de vêtements entre particuliers fondée par Victoire Tassin et Yasmine Brunet qui propose une alternative très concrète à l'achat traditionnel. Lancé en 2023, Wearwear s'inscrit dans cette nouvelle génération d'acteurs qui réinterrogent en profondeur notre rapport à la mode en combinant économie d'usage, dimension communautaire et expérience digitale inspirée des réseaux sociaux. Et c'est précisément cela qui a retenu mon attention quand j'ai entendu parler de Wearwear la première fois dans cet épisode où j'ai le plaisir de recevoir les deux cofondatrices, Yasmine et Victoire. Donc, nous allons structurer notre conversation en 3 temps. D'abord, une analyse du marché de la mode et de l'évolution des comportements d'achat. Ensuite, un retour sur la proposition de valeur de Wearwear, de sa création à ses projets de développement. Enfin, un focus sur la relation consommatrice, la manière dont Wearwear attire, engage et fidélise sa communauté, notamment grâce à la data, au CRM et aux réseaux sociaux. Mais avant de commencer, Yasmine, Victoire, pourriez-vous vous présenter peut-être ? Victoire, est-ce que tu veux bien commencer ? Oui, merci déjà de nous recevoir dans ton podcast. Donc moi, c'est Victoire, j'ai 30 ans et je viens du Sud, et plus précisément de Nîmes. J'ai fait donc mes études à Montpellier dans une école de commerce avant de venir à Paris pour la mode. Donc j'ai fait mes 2 années de master en alternance au printemps où j'ai rencontré Yasmine.
Tu as fait des études de commerce, tu as fait une école de commerce. Et pourquoi la mode? Tu veux aller dans la mode? Ouais, C'est ça? j'aimais la mode depuis toute petite de toute façon et j'ai même une anecdote, ma mère me disait que j'aurais dû inventer le vêtement à usage unique, tellement, j'aimais me changer, avoir une nouveauté, piquer, les vêtements déjà de ma mère, tous les matins avant de partir au lycée. Donc ouais, la mode de toute façon ça me passionnait et c'est aussi pour ça que, dans mon école donc qui permettait l'alternance, j'avais, l'idée de, encore pendant mes études, justement intégrer le secteur. Donc au printemps, en tant que chef de produit pour la marque propre qui s'appelle Au Printemps Paris. Est-ce que la mode, quand tu parles de ton désir de travailler pour le secteur de la mode, c'est celui de la vente, c'est celui de la création, c'est celui de la communication? Parce que quand on fait une école de commerce, finalement, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. On peut faire plein de choses, peut-être pas forcément dans la création. Non, c'était pas forcément c'est sûr que je dessinais pas petite, enfin, c'était pas cette partie de la mode qui m'intéressait. J'étais pas forcément sûre de là où je voulais aller. Ce qui est drôle, en revanche, c'est que quand j'ai cherché donc cette alternance, j'avais vu une offre au printemps sur la qualité et la production de la marque propre, donc je n'avais aucune idée de ce que c'était et j'ai rencontré la manager et donc je voulais juste intégrer la mode, je pense. Et en fait, j'ai fini par être chef de produit donc junior en alternance et finalement, c'était ce même stage que j'avais fait en 3e. Lors du premier stage qu'on fait, j'avais été assistante d'une chef de produit chez Dior. Donc finalement, c'est un métier vers lequel je revenais et que j'ai adoré par la suite. Tu rentres au printemps, on est en quelle année à peu près? On rentre au printemps en 2017. 2017, tu dis on rentre? Non, 2016, pardon. 2016. Non, 2017. C'est en même temps que toi, Yasmine. C'est là où vous vous rencontrez toutes les deux. Ouais. Victoire, tu continues ton bonhomme de chemin de ton côté, c'est aux côtés de Yasmine. Comment ça se passe pour toi? Après, on posera la question à Yasmine. Donc pendant la première année avec Yasmine, mais moi j'ai 2 ans d'alternance au printemps, donc la deuxième année, Yasmine vous expliquera où elle est. Et suite à ça, moi j'étais très, très anxieuse de mon employabilité, enfin j'avais très, très envie de trouver un boulot, donc j'ai cherché assez tôt pendant ma deuxième année d'alternance. Et j'ai fait pas mal d'entretiens dans différentes marques de mode pour avoir une opportunité dont je pense que j'aurais même pas osé rêver, de devenir chef de produit chez Saint-Laurent. Donc en CDI directement post-alternance, donc pour moi c'était vraiment un rêve. Et j'y suis restée 4 ans et là je travaillais sur le prêt-à-porter en cuir, donc toujours sur le développement produit au sein d'une équipe très chouette et d'une marque. Ça consiste à faire quoi, le chef de produit développement chez Yves Saint Laurent? Surtout que c'est un métier finalement qui est dans plein de secteurs et même au sein des marques de mode qui peut être extrêmement différent puisqu'on était chef de produit au printemps et c'était un boulot vraiment 360 qui allait de la définition du budget avec justement les objectifs de chiffre d'affaires et donc le développement de la collection. Donc c'est-à-dire que on construit selon une pyramide un peu de style quel modèle on va mettre dans quel magasin, dans quel tissu, et ensuite on travaille avec des fabricants pour développer ces vêtements-là. Chez Saint-Laurent, c'est un peu plus segmenté, donc on est surtout sur cette partie de développement produit. Donc en gros, on reçoit et on travaille en direct avec les stylistes et le directeur artistique, donc on reçoit des inputs pour chaque collection. Et le but, c'est de les développer. Donc, le prêt-à-porter en cuir chez Saint-Laurent est externalisé. Donc, on a des fabricants en Italie. Et le but, c'est de mettre au point ces prototypes pour qu'ils soient les plus parfaits possibles en termes de matière, en termes de coupe, en termes de prix, en termes de délai de livraison pour la collection. Donc, c'est-à-dire pour le défilé et pour les mettre dans un showroom là où les retailers et boutiques Saint-Laurent viendront choisir leur modèle. Tu retrouves Yasmine au bout de 4 ans, comment ça se passe? La relation s'arrête jamais vraiment puisque quand on a commencé à travailler ensemble, on est aussi devenus amis très rapidement. Et donc de toute façon, le contact était toujours là. Et puis Yasmine est revenue au printemps aussi finalement pendant ma deuxième année d'alternance. Donc ouais. Mais donc le contact était toujours là de toute façon d'un point de vue strictement amical ensuite. Et l'avenir professionnel nous a rejoints. On va en reparler. Yasmine, je te pose la même question. Alors, comment s'est construit ton parcours, d'où tu viens? Est-ce que tu as fait les mêmes études que Victoire? Bonjour, merci de nous recevoir. Alors moi, j'ai 32 ans et je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Émile. Et pour revenir sur mes études, j'ai commencé une prépa littéraire en me disant que ça me laissait un peu de temps pour réfléchir parce que j'ai toujours été très indécise sur mes choix professionnels. T'as fait une Cagnes-Hippocagne? Cagnes-Hippocagne, exactement. Je le voyais un peu comme une salle d'attente, un petit incubateur qui me permettrait de trouver ma voie. J'ai ensuite intégré une école de langue
en me disant que j'aimais voyager et apprendre des nouvelles langues. Et tu as fait ça où? À à Paris? l'ISIT. C'est à Paris? C'était à Paris, ouais. Mmh. À l'ISIT, j'ai ensuite, ce qui m'a permis de faire une année de césure, pendant laquelle je suis partie à New York pendant 6 mois, dans une agence de relations presse. Donc très belle expérience, pendant mes années, ma vingtaine, pour ensuite revenir à Paris pour 6 mois en intégrant, une maison, de mode qui s'appelle Rosanna. Et donc je mettais le pied dans ma première expérience professionnelle dans l'univers de la mode. Tu devais faire quoi pour Rosanna? J'étais assistante commerciale, donc je gérais le showroom et tout ce qui est, autour du showroom, donc les ventes, wholesale principalement, donc les magasins venaient, découvrir les nouvelles collections. C'était vraiment une petite équipe, donc j'assistais, la directrice commerciale un peu sur tous ces sujets. Ça pouvait être très divers et donc j'ai adoré cette expérience. Et Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Pourquoi tu as adoré? j'ai adoré C'est la parce que taille de l'équipe, c'est, ouais. le secteur, c'est les produits, c'est, l'ambiance, c'est tout ça? Ouais, c'était vraiment tout. Déjà, les produits, je les trouvais sublimes. Donc, une chance de travailler avec, des très beaux produits. La taille de l'équipe m'intéressait beaucoup parce qu'on était, une petite armée de stagiaires avec, en direct finalement avec les 2 créatrices, Anne Fleur et Roxane. Donc, c'était vraiment un plaisir de les voir tous les jours. Enfin, moi, j'étais hyper admirative, de tout ce qu'elles créaient, en fait. Donc voilà, la relation qu'on avait nouée avec les autres stagiaires, le fait que j'ai vraiment des vraies responsabilités. Je me souviens avoir négocié, par exemple, les cintres, avec, embossé, Rosanna qui n'avaient pas été bien faits et je me retrouvais à vraiment négocier avec, une personne beaucoup plus âgée que moi et voilà, je me sentais, assez, Légitime. légitime, en tout cas responsable de certaines choses. Tu as fait ça, combien de temps? C'était 6 mois. Et après ça, tu es allée au printemps? Et après ça, ouais, j'ai intégré Schema, en master, c'était master quoi déjà? Supply chain? Ah oui, master supply chain et achat et j'ai intégré les équipes printemps en tant que chef de produit, assistante chef de produit. Là, Sur la marque propre où j'ai, connu Victoire ouais. et pour la maroquinerie uniquement. Donc ça concernait les sacs, les ceintures et les gants. OK. Voilà. Et là, tu restes, au printemps combien de temps? J'y reste 1 année, Ouais. donc très, très riche. Comme disait Victoire, on avait, le champ de vision sur, de la création, stylistique à la vente en magasin. D'ailleurs, on allait très fréquemment en magasin avec nos managers, pour, parler avec les vendeuses et cetera et tout en amont, il y avait tout ce cadrage de collection, dont tu parlais et on avait vraiment une vision 360 sur, tout le produit et j'ai adoré cette alternance. Quand tu en sors de cette alternance, c'est pour aller où? Quand j'en sors, c'est pour, rejoindre les équipes Bâche, heu, en tant que chef de produit aussi, avec, comme, tu disais aussi, un peu une vision plus segmentée puisque j'étais vraiment concentrée sur, le cadrage de collection, l'analyse, plus que sur, le développement produit, la production, et les résultats, finaux. Mais, c'était une expérience, très riche. Mais c'est vrai que comme le printemps, j'avais gardé un souvenir, éternel et que j'avais adoré ça, le printemps m'a rappelée pour un poste d'acheteuse et donc je suis retournée au printemps en tant qu'acheteuse sur le mariage. Donc c'était une business unit, assez particulière. C'était le seul grand magasin, qui avait cette offre et du coup, j'avais la possibilité, en tant que acheteuse mariage de gérer toute cette, partie-là. Et donc là, il y a un moment où il se passe quelque chose entre vous. Vous dites, «Ouais, on est bien dans notre job, mais on a, le sentiment qu'il y a, comment dire? Un besoin sur le marché, il y a, quelque chose à faire». Comment vous vient cette idée, ce déclic de se dire: «Bah, pourquoi on ferait pas de la location entre particuliers de, fringues?» Bah, c'est vrai que ça part, surtout d'un usage, qu'on avait avec Victoire, et une habitude finalement, c'était de se prêter, nos vêtements. Donc d'abord avec, notre famille, ma sœur, la maman de Victoire et toutes nos amies et il y a eu d'ailleurs une anecdote assez marrante, c'est que j'ai porté une combinaison pour mon entretien chez Bâche et Victoire suite, a porté la même combinaison pour son entretien chez Saint-Laurent. Donc on a un peu dit que c'était la combinaison porte-bonheur et c'est vraiment comme ça qu'on voit la transmission d'un vêtement comme, un bout de confiance qu'on donnerait à une amie, vraiment ça va au-delà du simple vêtement mais ça va sur, notre confiance, Et Victoire, comment toi Non, tu as vécu,
C'est vrai que cette anecdote, elle illustre parfaitement le Ouais. besoin. Mais est-ce que tu peux compléter finalement comment on fait pour avancer derrière cette idée, ce pressentiment qu'il y a un truc à faire? Bah, surtout si on replace, dans le contexte, cet échange de combis, il a lieu en 2019 et on lance Warework en 2023, donc c'est plus quelque chose qui nous est, revenu en tête quand on a discuté en effet de lancer quelque chose. Et moi je me souviens la première fois qu'on a parlé de monter quelque chose, toutes les 2, et je pense que ça venait de là aussi, plus finalement peut-être que quel projet. Parce que, pendant le Covid, comme beaucoup de gens, on s'est posé la question du sens, de notre vie. Et donc je me souviens, on était un peu en pause, tous. Moi, j'avais démarré à peine depuis 6 mois, chez Saint-Laurent. Yasmine, il y avait eu un plan de sauvegarde de l'emploi au printemps, donc on était dans des... Enfin, de toute façon, tout le monde était un peu en pause, et donc on s'est appelés et on s'est raconté qu'on adorerait monter un projet. Toutes les 2, on avait eu des projets, entrepreneuriaux au lycée ou bien, pendant nos écoles, de commerce, mais jamais quelque chose de très, très, business, prouvé, quoi. Et donc la première idée aussi, on s'était dit: «Bah, on adorerait donc monter quelque chose, le monter ensemble». On se disait: «Bah, s'il y a une personne avec qui je me verrais bien le faire, c'est toi, moi aussi», donc ça nous avait un peu, je pense, excités d'aller, regarder ce qu'on pourrait faire. Et la première idée qui est aussi à l'origine de ce nom, donc Wearwear, qui s'écrit, Werewear, donc où s'habiller, où trouver un vêtement, c'est parce qu'on s'était dit qu'à l'époque, on était très utilisatrices de Mapster sur les restaurants, donc sur le fait d'avoir une carte, interactive et entre amis de restaurant, et on voulait le faire sur la mode. Et donc c'était un peu ça notre premier, la Wearwear V1, qui finalement, en recherchant le business model, en travaillant avec un premier incubateur, on s'est dit: «Bon, c'est pas finalement notre cœur, enfin ce qu'on a envie de faire». Et c'est là que, petit à petit, en se remémorant en effet, nous, notre rapport aux vêtements, cet usage qu'on avait de se prêter les vêtements, cette finalement, position en France de ce business-là, en tout cas sur la mode, il y avait peut-être quelque chose à faire, pour lancer un Wearwear, V2. Et là, on est toujours en 2023, vous êtes en poste, chacune, ou pas en poste? Vous êtes en poste? Bah, là, on est en 2021 puisque c'est le Covid. Ah oui, c'est Et 2021. donc ouais, on est en poste, Moi, j'étais en congé de reclassement, donc Ouais. avec le printemps, ce qui m'a permis aussi d'aller, rejoindre mon conjoint qui, allait faire un MBA à Cambridge, et donc de me poser, plus en détail sur, ce potentiel projet avec Victoire. Donc Victoire, toi, tu étais encore chez Saint-Laurent, jusqu'en 2023. ouais. Alors, on va revenir en détail sur tout ça, comme je le disais en introduction, dans la partie, on va parler de la proposition de valeur de Wearwear et puis les projets de développement qui sont les vôtres. Avant ça, pour bien comprendre où vous avez placé votre proposition de valeur, on va parler du marché. C'est une habitude dans ce podcast. Je demande à mes invités de prendre de la hauteur, de se positionner. Finalement, c'est assez récent. Il y a un peu plus de 2 ans que vous avez lancé ça. Quand on lance un business, on se pose la question, mais sur quel marché on va? Comment il fonctionne? Comment il est structuré? J'imagine que c'est des questions que vous vous êtes posées quelque part. Aujourd'hui, je vous les repose. Comment le marché de la mode se caractérise? On est le 18 décembre 2025. Comment ça se... Elles sont en train de se faire des petits gestes, vous ne voyez pas. Vas-y toi pour répondre. Non, vas-y toi, non, commence. Et est-ce que vous ne voyez pas, mais peut-être que vous l'avez deviné avec leur prénom, c'est qu'il y en a une brune, une blonde. Elles sont hyper bien assorties. Donc c'est parfait. Donc oui, revenons sur le marché. Comment ça fonctionne? Selon vous, c'est quoi l'offre, la demande, les évolutions de tendance? Bah, pour nous, c'était déjà le cas en 2023, mais ça se précise encore plus, on a vraiment cette conviction que la location entre particuliers dans la mode, c'est la prochaine façon de consommer la mode, pour plusieurs raisons. Donc il y a d'abord... Une des prochaines. Parce que Une ça des va pas être prochaines. unique. On va tous avoir des fringues dans ces Non, placards. non. Non, Sinon, en il tout n'y a plus de business de la location. En tout cas, c'est une solution qui répond à beaucoup de mots aujourd'hui du secteur, de la consommation en général, mais du secteur de la mode. Donc d'abord celui de la crise de ce secteur de la mode qui est juste en train de s'essouffler sur des modèles historiques d'achat classiques, avec la fast fashion et l'ultra fast fashion qui fatigue quand même un peu. Mais c'est là où on voit l'avenir, non? Dans l'ultra fast fashion? Bah, Non. écoute,
Mais Les justement, volumes, je fais de la provoque, oui, bien oui, sûr, mais finalement, les volumes, ils se trouvent là, aujourd'hui, dans bah, l'ultra c'est fast sûr. fashion. Et la fast fashion, elle marche très bien. Zara, ils ont jamais fait autant de bénéfices, Mmh. hein. Mais je pense qu'il y a un cadre réglementaire quand même qui est en train de se mettre en place et qui nous favorise aussi, notre, forcément visibilité. On est, membre des fédérations de la mode circulaire et de différentes, fédérations qui se battent, et qui avancent quand même hyper vite au niveau français et au niveau européen. Et donc, bah, pareil, après, quand on descend, enfin, quand on monte au-dessus de la fast fashion, il y a, tous ces modèles de marques, historiques qu'on a toujours connus et qui ferment les unes après les autres. Il y a eu encore, M-Stone, cette semaine, après 19 ans d'activité. Donc on sent qu'il y a une perte de désirabilité aussi sur cette branche-là. Et le dernier, le luxe, qui a été, le secteur, qu'on n'imaginait jamais en crise et qui l'est aujourd'hui, parce que les prix ont augmenté, ça a été inflationné. On ne sait pas trop pourquoi, donc il y a une perte de valeur, par rapport à la perception de la rareté et du produit. Le luxe, il va moins bien. Mais en fait, comme il allait toujours très très bien, quand il va un peu moins bien, quand il va juste bien, on a l'impression qu'il va plus du tout bien. Il y a pas Mmh. un peu de ça? Il y a peut-être un peu de ça, mais quand même pour avoir été à l'intérieur du réacteur, il y a aujourd'hui, ça va quand même très mal. Sur, pas, peut-être, Hermès, mais en tout cas, les gros groupes, il y a quand même des grosses baisses de croissance. Alors certes, VS, des croissances qui étaient énormes. Mmh. Mais il y a quand même On parle de baisse de croissance, hein. ouais, mais sur quand même, une nouvelle génération qui est la Gen Z, donc qu'on connaît pas par cœur du tout, hein, c'est en toute humilité, mais il y a une grosse perte de désirabilité aussi sur le luxe et de rapport justement à la possession. Donc c'était le deuxième pan du marché qui pour nous, nous convainc dans la possible, croissance de Wearwear, c'est, le fait que l'usage est quand même, a pris, vraiment le dessus sur beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'axes de consommation. Et donc, si on prend le logement avec Airbnb, la voiture avec Blablacar et plus récemment Poppins, sur tous les objets, du quotidien, on sait qu'il y a 77% des Français qui préfèrent l'usage d'un produit à sa possession. Et le secteur de la mode, c'est un secteur qui s'en est pas encore emparé. Et alors face à ces modèles de crise qui s'essoufflent, il y a des nouvelles réponses. Donc il y a la revente avec Vinted et la revente entre particuliers qui est énorme. Enfin, c'est 23 millions d'utilisateurs et 2 transactions par seconde en France, donc c'est monstrueux. Vous savez que pour Vinted, la France, c'est le premier marché. Ouais, ouais. Ouais, c'est tout à fait. Qui nous a ouvert une voie incroyable, hein, parce que sur la démocratisation du bordereau qui se télécharge, l'hygiène, enfin ça a quand même ouvert beaucoup de portes. Il y a du coup la revente donc entre particuliers avec Vinted, Vestiaire Co. Il y a aussi de la revente maintenant B2B2C avec les modèles comme Foam, Paradigme et tout. Et la location B2B2C qui reste un peu limitée parce que c'est une logistique qui est assez énorme. Et donc, on se dit finalement, cette fameuse location entre particuliers qui s'impose sur tous les secteurs, qui a un réflexe pour des millions d'utilisateurs qui mettent en ligne des appartements sur Airbnb ou qui regardent Airbnb, peu importe où ils vont dans le monde, et ben sur la mode, il y a une place à prendre et prenons-la. Yasmine, tu partages évidemment l'analyse de Victoire, mais pour te donner la parole, la question que j'ai envie de poser, c'est la location de vêtements, elle existe depuis très longtemps. Je me souviens, il y a déjà quelques années, je pouvais louer des smokings pour des occasions bien particulières. Je sais qu'il y a des robes qui se louent aussi pour des occasions bien particulières. Ce sont des magasins, des showrooms où tu vas aller essayer la tenue que tu veux et puis tu la loues pour 2, 3 ou 4 jours, quelque chose comme ça, puis tu la rapportes au magasin. Mais c'est pas assez démocratisé? C'est quoi C'est quand même bien établi en France, donc il y a des acteurs historiques comme, je vais citer Une robe un soir par exemple, les prêteuses aussi. C'est juste que c'est vraiment un tout autre modèle, qui est en B2B2C, donc il y a des coûts structurels très lourds puisqu'il y a, le renouvellement de l'offre à prévoir, le nettoyage des vêtements et du coup ça a un impact direct sur le coût de la location. Là où on a un avantage vraiment, compétitif, puissant puisque nous, c'est entre particuliers, du coup, le prix est vraiment beaucoup plus avantageux. Donc ça existe, c'est focalisé, comme, tu l'as dit, sur, l'événementiel, donc un beau smoking, une très belle robe. Mais aujourd'hui, nous, pour démocratiser, le modèle de location, c'est vraiment ça passe forcément par un modèle en C2C, peer to peer. Le Vinted, si ça fonctionne, c'est parce que les utilisateurs voient un intérêt économique avant toute chose, hein, à revendre leurs vêtements
un intérêt pratique à vider les placards, qui souvent sont pleins, et puis accessoirement un attrait, comment dire, durable, parce que on fait circuler les vêtements. Ça, c'est une réalité. Comment l'usage de vêtements loués, vous l'avez analysé, ce besoin, est-ce qu'il y avait il y a des freins? Est-ce que tout le monde est prêt à louer son vêtement? Parce que on peut imaginer qu'il y a des peurs. La première que je vois, c'est est-ce que je vais retrouver ma robe en bon état? Est-ce que je vais la retrouver tout court? Et puis, est-ce que j'ai envie qu'elle soit portée par quelqu'un d'autre? Tu vois, quand tu prêtes, toi, Yasmine, ta robe à Victoire, bon, c'est ta copine, Oui, bien sûr. c'est pas la même chose. Mais quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle va pas être abîmée? Enfin bon, bref, voilà. Ouais. Comment vous avez travaillé finalement l'existence de ce besoin latent, potentiel de louer ses propres vêtements? Bah, c'est sûr qu'il y a des craintes qui sont légitimes et compréhensibles. Donc nous, on a essayé de mettre le plus de réponses possibles, notamment sur le côté hygiène. Donc au moment de l'ajout d'une pièce sur Wearwear, le propriétaire doit indiquer d'ailleurs, la manière dont il souhaite que la pièce lui soit retournée. À savoir, je souhaite que ma pièce me soit retournée en l'état et j'ajoute des frais de pressing. Je souhaite que ma pièce soit nettoyée à 30 degrés en machine ou lavée à la main, par exemple. Donc ça, on a essayé de le cadrer. Pour ce qui est des vols ou des dommages possibles, on a instauré un système de caution qu'on recommande de fixer. Je vais te laisser continuer. Ça veut dire que les questions que je te pose sont vraiment les questions que les Tout à fait. usagers ou les utilisatrices se posent, Mmh. à la fois celles qui veulent mettre en location les vêtements qui se trouvent dans leur placard, et aussi celles, parce que là on parle de femmes, c'est que l'offre de Wearwear est destinée pour l'instant uniquement aux femmes, mais que donc les femmes utilisatrices de la plateforme se posent aussi des questions. Est-ce que la robe que je vais louer va m'aller? Est-ce qu'elle va être propre? Qu'est-ce qui se passe si je dois la rendre abîmée? Voilà, c'est toutes ces questions. Pardon, donc tu fais une super transition pour aller justement sur la proposition de valeur. Comment vous avez levé toutes ces peurs? Tu as commencé à y répondre. Mmh. Reviens sur les garanties. Donc les garanties, donc je disais, il y a un système de caution qui a été mis en place, qui est là pour rassurer. On recommande de la fixer à hauteur du prix boutique, en se disant que nous, on pourra prélever tout ou partie de la caution en fonction du dommage. Je touche du bois parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de problème, mais on sait qu'avec le volume viendra forcément quelques petits désagréments. Donc ce système de caution. Ensuite, on a... Donc la caution, ça consiste à verser une somme d'argent que vous encaissez. Non mais on rentre Bien sûr. hands-on. C'est quoi comment ça fonctionne? Parce qu'une caution, quand je loue un appartement ou sur Airbnb, il y a une caution qui est prélevée sur ma carte et qui m'est restituée quand je rends l'appartement ou la maison que j'ai louée. Comment ça fonctionne pour une robe? Alors aujourd'hui, on travaille avec Stripe, donc qui est notre PSP? PSP exactement. Et là, on fait juste une empreinte bancaire, donc rien n'est prélevé. Et voilà, qu'on se chargera de prélever, comme je disais, tout en partie en fonction du dommage. Ok. Si la pièce n'est jamais retournée, on pourrait prélever toute la caution, ce qui n'a pas été encore le cas, heureusement. Voilà, donc ça, c'est pour la partie dommage, vol. Et ensuite, on a aussi un système on indique le moyen de nettoyer, de nettoyer une pièce par le propriétaire. Donc, il peut désirer que la pièce lui soit retournée en l'état, comme je disais, avec des frais de pressing ajoutés. D'accord. Donc ça réassure. Je reviens quand même sur le vêtement abîmé. Prenons l'exemple d'une femme qui loue une robe pour un mariage. C'est potentiellement quelque chose qui peut se faire. À un mariage, il y a plein d'occasions pour que un verre se renverse sur la robe, que une tache du repas voilà, tombe dessus. Bref, il y a des vraies raisons pour qu'un vêtement s'abîme à cette occasion-là. Comment ça se passe quand un vêtement, comment vous avez prévu d'anticiper un vêtement retourné abîmé?
Concrètement, il y a un bouton, signaler, sur l'application. Donc, la locataire peut signaler un problème et va décrire le problème. Donc, à savoir, j'ai des taches de vin sur la robe que j'ai louée. Que faire? Comment dédommager le propriétaire? Donc, tout ça doit être fait directement sur l'application. Et nous, on se fait vraiment le lien entre le propriétaire et le locataire. C'est aussi notre proposition de valeur d'être ce lien rassurant de confiance entre ces deux acteurs. Vous allez faire l'intermédiaire ou vous allez intervenir si jamais le problème n'arrive pas à se régler entre les deux? Non, normalement, on leur demande en effet de d'abord essayer de voir entre elles, comment elles peuvent régler le problème. Mais ce que je voulais ajouter aussi à ce qu'a dit Yasmine, c'est que pour aussi, cadrer, tout ça, on crée des partenariats avec des pressings, responsables et on aimerait des sociétés de retouches, bientôt pour être aussi le lien vers ça et parce que moi, vraiment, sur l'exemple, autant à Nîmes, puisque je viens de Nîmes, que ma maman est à Nîmes, je sais chez qui aller en pressing et en retouche. À Paris, je suis effrayée par les commentaires qu'il y a sur Google. Donc nous, notre but, c'était aussi d'aller, être le pont de confiance vers des professionnels, qui soient, de qualité. Donc on a déjà un premier partenariat avec un pressing qui s'appelle Colporteur et Frais Pressing, qui a 14 boutiques dans Paris. On est allé visiter l'atelier à Clichy, qui est du coup, extrêmement, haut de gamme. Et donc oui, c'est ça qui on fait le lien aussi par ça dans notre FAQ et si on est contacté par les locataires ou propriétaires, pour les diriger vers la meilleure, solution, tout en ayant, la main, financière sur la caution. OK, maintenant je vais vous poser la question et continue sur sa lancée Victoire. Qu'est-ce qui va motiver une fille, une jeune femme, une femme à aller mettre sa robe, sa jupe, sa salopette, sur, votre plateforme Wearware pour, la louer? De la même façon que tu disais que Vinted attirait pour, gagner de l'argent, sur Wearware, la différence, c'est qu'on peut rentabiliser un vêtement sans s'en séparer. Donc, il y a un vrai avantage et toutes les 2 avec Yasmine, on a gagné plus de 2 000 € depuis juin en louant des vêtements qui sont toujours dans nos placards et donc, premier intérêt, il est évidemment En 6 mois, économique. toi, tu as gagné 2 000 € en Ouais. louant tes affaires et toi aussi, Ouais. Yasmine? OK. Et parce que en fait, déjà, il y a des régularités sur les locations, que nous, nos pièces sont, plutôt mises en avant par, nos réseaux, donc il faut aussi, elles sont très communiquées. Mais oui, on a gagné, plus de 2 000 € en louant, nos vêtements, donc ça, c'est et qui sont toujours dans le placard. Donc le premier intérêt, il est clairement économique, pour la majorité des filles, je pense, qui mettent aujourd'hui, leurs pièces en location. On en a même vu qui étaient frileuses à les mettre, mais qui, lorsqu'elles reçoivent une demande de location, pour quelque chose dont elles vont se séparer que 4 jours et qui vont leur faire gagner, 100, 200 €, C'est quoi finalement, justement? Parlons un peu prix. C'est quoi comment on fixe le prix de la location d'une robe ou d'une tenue en général? donc au moment de la mise en ligne, de la même façon qu'on choisit la façon de nettoyer sa pièce, il y a toute une catégorie prix. Donc nous, on part du prix d'achat, on demande le prix d'achat ou l'estimation, à la propriétaire et à partir de ça, on lui suggère un prix de location qui est en moyenne de 3 % du prix d'achat par jour de location. Pour être plus concrète, une robe qu'on achète 250 €, nous, on va recommander à la propriétaire de la louer 40 € pour 4 jours de location. D'accord. Est-ce que c'est un peu le même système que Blablacar justement qui tu sais pas, tu l'as pas utilisé Blablacar. Sur Blablacar, en fait, tu mets quand tu es un chauffeur et que tu veux mettre à disposition des places disponibles dans ta voiture, en fonction du modèle de ta voiture et du trajet que tu vas effectuer, l'algorithme de Blablacar va te recommander 3 prix. Un vert, un orange et un rouge. Globalement, le rouge, il te déconseille de le faire, c'est le plus cher. Et il va te dire que tu rempliras plus vite ta voiture avec un prix vert. C'est donc sur une fourchette de prix. C'est un peu l'idée? Nous, on n'a qu'un prix qui est suggéré aujourd'hui. D'accord. Pourquoi pas faire une fourchette, à moyen terme? Mais donc on a un prix qui n'est pas, imposé. Donc c'est une suggestion, de prix de location qui, selon, nos données, prouve qu'il y a plus de chances d'être loué à ce prix-là. Et est-ce que la durée est aussi imposée ou alors elle l'est pas? On a 4 durées de location qui sont imposées, qui vont de 4 à 30 jours, donc 4, 8, 16 et 30 jours. Et on impose un taux dégressif à partir de 8 jours, D'accord. qui va jusqu'à moins 77 % pour 30 jours de location. Alors, concrètement, quand est-ce qu'on loue pour 4, 16 ou 30 jours un vêtement? Qu'est-ce qui va c'est quoi? Je pars en vacances un mois, aux Seychelles, j'ai envie d'avoir une belle robe, pendant un mois. C'est quoi?
Alors, on pourra parler d'exemples concrets, donc avec 4 jours, un mariage, par exemple. Ouais, ça, on l'imagine bien. Un baptême ou même une fête au travail. Une Une cérémonie. cérémonie quelconque. Pour 8 jours, on part sur une semaine au ski, par exemple, avec une belle combinaison qui, au lieu de nous coûter 1 200 Donc, au €. lieu d'acheter la Fusalp, tu la loues. Exactement. On a plusieurs Fusalp d'ailleurs sur WoWware, très, très belles. Pour 16 jours, ça part sur des vacances potentielles. Donc... Là, Fusalp, attends, je m'arrête 2 secondes. Il y a des femmes qui sont prêtes à mettre leur combinaison qui y vaut une fortune en location, sachant que le ski, s'il y a bien un endroit où tu peux abîmer les vêtements avec les quarts de ski, ça fait pas peur. Apparemment pas, puisque là, on a des Fusalp d'ailleurs en collaboration avec Chloé ou avec Pucci. Donc, des très, très belles Fusalp à découvrir sur WoWware. Ok. Et non, ça fait pas peur. Donc, avec ce système de caution, justement, je pense que ça rassure. Et moi, j'ai jamais personnellement troué mes combinaisons au ski. Mais bon, ça peut arriver. Donc ensuite, sur 16 jours, on partirait sur des vacances au soleil. Voilà, j'ai récemment fait ma lune de miel. J'ai loué 5 robes pour ces vacances. Et après, pour le mois, nous, notre rêve ou notre idéal pour WoWware, ça serait de concevoir la location comme un geste quotidien, avec le fait de louer un beau manteau pour l'hiver pendant un mois, qui pourrait être un peu original, C'est un ce que t'as manteau fait à patchwork, par exemple. Il y a Victoire qui vient de me montrer, vous n'avez pas la vidéo, qui vient me montrer son manteau qui est accroché à côté du studio d'enregistrement où nous nous trouvons et qui me dit, bah voilà, exemple. C'est un très beau manteau Signe New York de Victoire, tout en patchwork, qui a déjà été loué plusieurs fois et qu'on pourrait avoir peur de s'acheter parce qu'il est très original et marqué, mais qu'on pourrait rêver de porter un mois, par exemple, pour l'hiver. Donc, nous, notre vision pour WoWware, c'est d'avoir des bons basiques dans son vestiaire, donc le perfecto en cuir, des beaux jeans, des beaux pulls en cachemire, et ensuite venir se faire plaisir avec ce type de pièces patchwork tout au long de l'année, avec en plus facilité par nos tarifs dégressifs. Justement, parlons tarifs dégressifs, parce que c'est important, et j'aime bien rester concret. Un manteau comme celui-là, neuf, il vaut combien ? Il vaut un peu plus de 1 000 €. Un peu plus de 1 000 €. Si tu le loues pendant un mois, donc côté utilisateur, la personne qui va louer le manteau, elle va payer combien pour un mois ? Aux alentours de 100 €. 100 €, 10% un peu moins de 10% Pour un mois. Pour un mois. Ouais. Et l'anecdote rigolote sur ce manteau, c'est qu'il est parti 2 fois à Londres au mois de novembre, parce que j'ai deux locataires qui me l'ont loué pour des week-ends à Londres. Donc il est très imagé Londres, a priori. Et moi, je ne suis pas allée à Londres au mois de novembre. Donc la deuxième raison aussi pour laquelle les gens peuvent avoir envie de louer, au-delà de l'aspect financier, c'est que il y a quand même un truc, nous, on a toujours... ça fait partie peut-être une partie de nos consommatrices, mais enfin de toutes nos utilisatrices aujourd'hui, mais cet aspect de prêter quelque chose à quelqu'un et de faire vivre son vêtement. Enfin, nous, avec Yasmine, on est trop contente quand on récupère nos locataires en tant que propriétaire, nos locations, pardon, de savoir ce qui a été fait avec. Enfin, bon, en général, j'ai dansé, j'ai fait quelque chose, mais... Tu viens de mettre le doigt sur un aspect hyper important de votre business. C'est le côté communautaire, c'est l'Instagram de la mode, je sais pas comment le dire, c'est-à-dire que quand on est sur votre application, sur son compte, quand on est propriétaire d'une pièce, on va pouvoir la mettre en avant, l'une ou les différentes pièces, au travers des histoires qui sont racontées par les femmes qui l'ont loué et qui ont posté, tagué, je sais pas comment ça marche comment. Alors nous, on met davantage en avant ce type d'histoire sur notre réseau social principal, donc Instagram, en mettant une pièce des WoWware. Donc là, on met une même pièce portée par plusieurs femmes. Et en revanche, sur notre site directement, donc le profil a été construit à la manière d'un profil Instagram, avec l'idée de ne pas avoir des photos impersonnelles, mais au contraire d'avoir la pièce portée en situation. Donc moi, j'ai par exemple loué ma robe de mariage, mais de soirée, donc une robe Courrèges que j'avais eue en seconde main et qui a été déjà louée pour d'autres mariages. Et donc, je me suis mise avec mes photos de mariage sur mon profil WoWware. Victoire, ton manteau, tu l'as en photo pris à Londres ou pas ? Ouais, les filles ensuite m'ont envoyé leurs photos à Londres avec ce manteau. Donc aujourd'hui, tu le mets à la location avec les photos prises à Londres ? Je pourrais les ajouter. C'est pas une fonction principale aujourd'hui, enfin primaire de WoWware. Donc aujourd'hui, c'est les photos de la propriétaire avec. Okay. Mais on aimerait bien qu'en dessous de la photo de la propriétaire, les locataires puissent venir poster leurs photos et raconter potentiellement une anecdote pour que... Parce qu'en fait, en plus, le fait de faire une pièce des WoWware sur notre Instagram, ça projette des usages à des potentiels locataires parce qu'elles se disent « Ah bah tiens, oui, c'est vrai que cette robe,
dans différents corps quand même, sur différentes utilisatrices, ça projette. Aujourd'hui, il y a tellement de sites marchands, même de première main, qui ont des photos détourées. En seconde main, on comprend un peu mieux, mais sur des premières mains, moi, je comprends pas qu'un site marchand, il ait que des photos soit détourées ou alors sur une mannequin sur laquelle personne se projette. L'idée de Wearwear, c'est vraiment de voir le vêtement quand quelqu'un danse, quand quelqu'un est en train de sourire, s'amuser ou en vraie situation. En vraie situation. Pas en situation d'IA, mais en véritable situation. Merci, on comprend bien la proposition de valeur. Effectivement, vous allez rallier le côté social, même extérieur, mais utiliser les plateformes comme Instagram, peut-être demain TikTok, j'en sais rien, mais là où finalement l'audience se trouve. Et l'intégrer aussi, cette dimension sociale, à l'intérieur de votre plateforme. Wearwear, aujourd'hui, c'est principalement utilisé par des femmes qui habitent Paris. C'est quoi vos plans de développement pour la suite ? Alors évidemment, on aimerait être présent dans toute la France et l'Europe aussi. Mais on va commencer par la France et on travaille aujourd'hui avec une agence de relations presse, Univers Presse, qui va nous aider justement dans ce développement français en allant faire un tour de France avec des vestiaires phares de personnes influentes qui pourraient proposer ces pièces à la location. Et donc, on va démarrer ce tour de France prévu pour 2026 en commençant par certaines villes comme Bordeaux. Elle nous avait suggéré aussi Marseille, Rouen, Lille, toutes les villes de France dans lesquelles on aimerait être présente. Parce qu'aujourd'hui, comment on commence dans une ville ? Il faut à la fois une offre et puis une demande. Comment on travaille d'abord l'offre ? Comment on va convaincre des femmes à Bordeaux d'aller mettre leur garde-robe en location, sachant qu'il n'y a pas encore d'utilisatrices. Comment convaincre des utilisatrices de venir ? Même si j'imagine que celles qui mettent les propriétaires leurs vêtements à disposition peuvent être aussi elles-mêmes des locataires de vêtements d'autres femmes. Comment on fait en fait pour se lancer, pour mettre l'attraction dans une ville comme ça ? Alors déjà, aujourd'hui, les échanges sont pas limités au sein d'une même ville. Donc, même s'il n'y a pas d'offre à Bordeaux, une Bordelaise peut louer, ou s'il n'y a pas de locataire à Bordeaux, une propriétaire à Bordeaux peut mettre des pièces en ligne. Alors justement, comment on fait pour les rendre disponibles ? Puisque j'ai oublié un point essentiel, c'est la remise en main du vêtement qui est loué. On en a parlé en préparant cette émission. À Paris, principalement, les femmes qui viennent chercher chez la propriétaire la pièce qu'elles ont louée. Je me trompe pas, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres options ? Et ça, en plus, c'était une grande surprise parce que, en étant toutes les deux très consommatrices Vinted, on ne fait jamais de remise en main propre sur Vinted quasiment. Enfin, moi, je fais vraiment beaucoup d'envois quand je consomme sur Vinted. Donc, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de remises en main propre sur Wearwear. Au final, c'est quasi 90% des échanges qui ont eu lieu sur Wearwear, parce que aussi parisiens et donc entre filles d'une même ville. Mais ça a permis de créer en effet cette communauté aussi et ces rencontres qui finalement jouent beaucoup dans notre modèle. Mais il y a aussi l'option, donc ça c'est au choix sur chaque pièce, par la propriétaire, d'avoir la remise en main propre et ou l'envoi par la poste, en fait par Mondial Relais et Chronopost, de ces pièces. Donc sur avec chaque pièce. l'édition d'une étiquette. Les bordereaux qui se téléchargent automatiquement sur la plateforme. À la Vinted. Comme sur Vinted. Okay. Et c'est vrai que, par exemple, pour montrer comment sur certaines pièces on ne le fait pas, une aussi des origines de l'offre de Wearwear qui pourrait être énorme, c'est que moi, quand j'ai travaillé chez Saint Laurent, j'ai eu accès à des pièces, des vestes en cuir notamment, soit par des ventes employées ou bien par des prototypes, dont j'ai pas envie de me séparer, qui sont inestimables. Parfois, aux ventes employées, on retrouve des pièces qui n'ont jamais été produites. Et typiquement, ça, c'est des pièces dont j'ai pas envie de me séparer, donc que je mets en location, mais que j'ai pas envie d'envoyer par la poste. Parce que du cuir, j'aurais peur que ça se... Donc sur ces pièces-là, je vais sélectionner uniquement les remises en main propre. En revanche, sur toutes mes robes quasiment, j'envoie aussi par relais. Très bien. Donc, on a compris. Développement territorial de plus en plus marqué au travers d'une agence RP qui vous accompagne là-dessus. Pour aller plus vite, il va falloir plus de moyens. On ne se développe pas uniquement avec une agence RP, même si leur travail, je suis le premier à le reconnaître, est de grande qualité et nécessaire. Il y a de l'acquisition à faire,
il y a convaincre, donc du paid. Et donc pour ça, il y a besoin de pépettes, il y a besoin de monnaie. Donc comment vous financez vos projets de développement et ce financement-là, à quoi servira-t-il exactement? Alors aujourd'hui, on est en pleine levée de fonds, en pleine recherche de financement. Donc on a entamé il y a environ 2 semaines. Donc on fait une première recherche de financement auprès de Business Angel qu'on a déjà réalisé à moitié. Donc on cherche 600 000 € au total, dont 300 000 en dilutif et le reste en dette. Ça va servir à quoi cet argent? Donc cet argent, il va servir, comme tu viens de le dire, à se rendre visible. Donc toute la partie acquisition paid, puisqu'aujourd'hui on était en organique à 100%, mais l'organique a ses limites et aujourd'hui on veut vraiment accélérer de manière beaucoup plus rapide. Donc il y aura une partie d'acquisition paid, une partie d'amélioration tech aussi, puisqu'on a plein d'idées, plein de projets. Comme tu disais, Victoire, on aimerait retracer l'histoire d'une pièce sur la plateforme et aussi la rendre encore plus intuitive et encore plus peut-être réseau social à l'aide de, par exemple, stories. Enfin, on a plein d'idées à développer et à améliorer aussi. Et enfin, peut-être améliorer aussi les algorithmes. Donc avec le volume, on pourra affiner cet algorithme en recommandant, en suggérant les bonnes pièces aux bonnes utilisatrices. Et enfin, purement opérationnel, en renforçant nos partenariats. Donc on a déjà un partenariat pressing, mais on aimerait renforcer avec, du coup, des services de réparation, une assurance aussi, puisqu'aujourd'hui, donc on le disait, il y a une caution, mais on aimerait renforcer ce critère qui est quand même essentiel. L'assurance, c'est pas simple. Non. L'assurance affinitaire, je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode que j'ai fait avec Honnet et Decathlon sur le sujet. Il y a besoin de catégories de produits, de volume, de nombre de produits, de récurrence pour pouvoir construire une offre d'assurance affinitaire qui correspond. Quand on est sur du one-to-one, du one-shot, c'est plus compliqué, non? Bah, c'est compliqué et puis en plus, donc on essaie de parler avec différents acteurs. On sait que AXA, par exemple, assure Blablacar, donc il y a quand même un risque bien supérieur, à conduire des gens sur une autoroute qu'à prêter sa robe. Mais il y a quand même peu d'assurances, en tout cas historiques, qui s'est lancée sur cette économie collaborative. Donc nous, ça a posé problème en effet, dans les premiers échanges qu'on a eus avec ces acteurs, le fait qu'aucune pièce ne transite par nous, qu'elle reste et que les échanges se fassent entre particuliers, que ce soit pas notre stock, ça pose déjà un premier problème pour estimer. Et ensuite, nous, on aimerait avoir un partenariat avec une assurance parce qu'on sait que c'est un nom qui pourrait justement rassurer en amont et pourquoi pas aussi fidéliser. Mais les offres aujourd'hui, enfin, je pense qu'on est tous rassurés par une assurance tout en étant très conscients de toutes les conditions qui y sont liées, de finalement, ça rentre pas dans le cadre des conditions d'utilisation. Donc bon, on sait que ce sera pas forcément non plus la réponse idéale, donc il faudra toujours combiner cette caution qui nous permet d'aller quand même chercher le maximum de dédommagement en parallèle d'une offre. On a un concurrent en Angleterre qui s'appelle Her, qui a une assurance au moment de la location qui est optionnelle pour le locataire de 5 ou 7 € pour des réparations en dessous de 50 €. Donc ça pourrait être un moyen, un premier partenariat qu'on pourrait faire avec une assurance. Victoire, en t'écoutant parler, il y a une question qui m'est venue, on n'en a pas parlé. Comment vous avez fait développer la tech? Il n'y a pas un enjeu démentiel sur une plateforme, mais enfin quand même, il faut la développer. Comment vous avez fait? Puisque ni l'une ni l'autre n'avaient les capacités, si je comprends bien, à le faire. Ou alors, est-ce qu'avec les solutions no-code, on peut y arriver? Ben, c'est vrai que ça a été forcément la première question qu'on s'est posée, mais là encore, les étoiles étaient assez alignées puisque sur la V1 de Wareware, au moment où on voulait faire ce fameux Mapster, déjà, on a contacté donc un développeur qu'on connaissait qui avait un appel à projet dans son école. Donc on a eu quand même la première main dedans, très pédagogique parce qu'on a travaillé pendant 6 mois avec des étudiants développeurs, donc ils nous ont quand même expliqué pas mal de choses sur les dessous de... Mais bon. Donc ça, c'était sur la partie 1. Et sur la partie 2, quand on a voulu faire notre premier Wareware, on a fait des devis pour connaître le prix d'une application et le temps de développement, et c'était
intouchable puisqu'on avait quasiment 0 €. Donc on a finalement eu la chance, en effet, d'avoir un premier site sur Bubble, qui est un outil no-code, qui nous avait été développé par l'ami d'une amie qui s'ennuyait un peu dans son boulot et donc qui voulait bien prêter main forte. Ensuite, on a repris la main sur ce Bubble justement par une formation pour pouvoir nous gérer ce site. Et notre rêve depuis le début avec Wareware et à l'utilisation, on s'en est encore plus rendu compte, c'était d'avoir une application mobile parce que sur des modèles entre particuliers, il faut de la réactivité, il faut des notifications qui parviennent. On avait une messagerie, enfin on a une messagerie sur Wareware, donc à l'époque d'un site, on recevait un mail pour dire que sur le site, il y avait un message qui attendait. Enfin, c'est pas du tout pratique. Et donc pour ça, on a refait appel à notre réseau et à un développeur qu'on avait rencontré dans le cadre des premières, que Yasmine avait rencontré dans le cadre des premières. Et comme on se suivait un peu mutuellement depuis plusieurs années, Et les choses se sont fait naturellement. voilà, assez Et naturellement. aujourd'hui, c'est lui qui fait la maintenance aussi? Ouais, on a 3 développeurs, dont lui, qui nous aident parce qu'ils ont un boulot à côté sur cette partie-là. Donc le développement, on l'a vu, c'est pour le financement, c'est pour le développement de notoriété, le recruter de plus en plus d'utilisatrices des deux côtés, c'est-à-dire des femmes qui vont mettre leur pièce à la location et puis forcément d'autres ou les mêmes qui vont venir en louer. Ça, c'est pour le développement. Je voudrais qu'on conclue sur la façon avec laquelle vous avez commencé à prendre soin de vos utilisatrices et vous allez continuer à le faire. Elles sont au cœur de votre business. Sans elles, la plateforme, elle n'a pas de sens. On a parlé de l'acquisition. On a suggéré déjà les sujets de réseaux sociaux, la fidélisation. Bref, comment vous faites ou vous avez l'intention de faire, puisqu'on a bien compris, ça fait 2 ans que vous avez lancé votre activité, donc elle est encore, on va dire, jeune et qui a tout qui n'est pas fini. Mais c'est important, la data, prendre soin de ses consommatrices. Comment on fait? Très vite, on s'est rendu compte que déjà la rencontre physique créait vraiment du lien. Donc, on a développé plusieurs moments de rencontre avec nos utilisatrices, avec Victoire. Donc, ça passait par des pop-up au début parisiens dans lesquels on se greffait, pour ensuite passer à des soirées plus intimistes. Et on a une soirée récemment qu'on a organisée pour nos ambassadrices. Donc là, on a fait une sélection de quelques utilisatrices qui nous soutiennent depuis le début de Wareware. Donc une centaine d'utilisatrices qui soit nous soutiennent en louant, en mettant leurs pièces en location ou tout simplement en partageant et en prêchant la bonne parole pour nous. Et on a voulu justement les remercier en organisant cette soirée et en leur permettant d'ajouter une personne à cette boucle, en se disant qu'il fallait qu'on étende ce cercle des ambassadrices pour leur montrer aussi notre reconnaissance et tout ce qu'on a envie de faire pour elles et du fait qu'aussi on soit à l'écoute de leurs attentes. Donc ça a été un moment hyper fort cette fin d'année et qui a été très apprécié par nos utilisatrices. Donc ça, c'est le côté plus événementiel et rencontres physiques qu'on essaye de développer. Et ensuite, on essaye d'être à l'écoute en les contactant assez régulièrement. Donc, pour ces ambassadrices, on a un groupe WhatsApp sur lequel on va animer cette communauté avec des petits jeux concours, des temps forts et aussi des recommandations qu'on pourrait leur demander sur des sujets spécifiques. Elles ont notamment aidé à la construction de notre app en étant notre premier bêta-testeur finalement. Et donc, c'est hyper riche et pour elles et pour nous de pouvoir échanger tout simplement. Et la suite, c'est quoi? Est-ce que c'est leur donner la parole au travers de l'application pour qu'elles discutent entre elles? C'est puisqu'on parlait de réseaux sociaux intégrés, enfin le concept même, est-ce que c'est complètement utopique? Ça a du sens, pas du sens? Comment on fait pour alimenter finalement les connexions au sein de votre propre plateforme? C'est vrai qu'on pourrait imaginer une forme de chat commun à ces utilisatrices. Donc aujourd'hui, il y a une messagerie, comme tu disais, Victoire, mais il faudrait réfléchir à d'autres moyens pour créer du lien au sein d'un groupe plus large. Je comprends que quand tu racontes les histoires de la vraie vie ou quand les utilisatrices se rencontrent pour échanger les robes, en fait, elles font pas juste échanger une tenue. Elles discutent probablement de l'occasion pour laquelle la robe est louée,
puis lors de la restitution, comment ça s'est passé, et puis on va plus loin que juste, c'est ça, que juste louer une robe. Ouais, exactement. Il y a des amitiés qui se sont nouées sur WarWare en étant fan d'un vestiaire d'une fille, en se rendant compte qu'on avait aussi des amis en commun, enfin, de manière un peu fortuite. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans l'idéal, WarWare, ça serait un lieu physique aussi qui se ferait de manière plus permanente, donc présent dans toute la France, mais un lieu de rencontre potentiel pour créer un café, créer des essayages. Enfin, ça, c'est peut-être quelque chose auquel on pourrait réfléchir pour rendre fidèles ses utilisatrices et créer un lieu de rencontre. Parce qu'on croit vraiment au fait que WarWare, c'est plus une expérience qu'une simple plateforme de transaction classique. Eh ben Yasmine, merci pour cette précision. C'est presque le mot de la fin. Victoire, qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Non, et j'avais aussi une anecdote par rapport à cette soirée ambassadrice qui est vraiment ce qu'on veut créer avec WarWare. Et donc, c'était assez marrant. Mais en fait, quand elles se sont retrouvées dans ce café, il y en avait plein qui se disaient « Mais j'ai l'impression de te connaître parce que je connais ton vestiaire. Et d'ailleurs, j'adore la nouvelle robe jaune que t'as mise. » Enfin, c'était vraiment ce côté makes friends qu'on n'imaginait pas qui est en train de se créer. Donc, voilà, c'était juste pour ajouter cette petite anecdote. Bon, super. Pour vous retrouver, je pense que LinkedIn, c'est le bon endroit. Très bien. C'est ça. Si jamais vous avez des difficultés à rentrer en contact avec Victoire ou Yasmine, vous pouvez toujours passer par moi. Je me ferai un plaisir de leur transmettre vos demandes. Merci, chers auditeurs, pour la fidélité avec laquelle vous suivez le podcast. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur Amazon Music ou encore YouTube pour nous suivre. N'hésitez pas à partager autour de vous le plus grand nombre de fois l'existence de ce contenu parce que tout le monde en a besoin. Merci encore, Victoire, Yasmine. Merci pour ce partage et puis Merci, je vous souhaite merci beaucoup. plein de bonnes choses. Merci. Merci.